C'est parti pour l'épisode 37 Franco Raptors. Merci de rester fidèle à Choc FM avec vos micros Patrick Bizindavi et mon collègue qui est revenu fraîchement d'Afrique, Michael Aviol. Bonjour Mike. Salut Patrick, attends, j'essaie de régler un peu la vidéo parce que là je suis complètement décalé. Voilà, c'est mieux. Salut à toi Patrick, salut à tous les auditeurs, ça fait plaisir de revenir et de parler des Raptors parce qu'en plus on a des choses à dire puisque on est en pleine ligue d'été et les Raptors sont en playoff. Oui, c'est ça, ils sont qualifiés pour les demi-finales de la ligue d'été. On va en revenir aujourd'hui beaucoup plus en détail. 4 matchs, 4 victoires. On va analyser chaque match. On aura donc plein de choses à dire. Le joueur de la semaine, la question du jour. Donc là, on a vraiment de l'actualité parce que là, le basketball a repris depuis quelques semaines à Las Vegas pour la Ligue d'été avec nos Raptors qui brillent. Donc, on va en parler en détail. Donc, on est heureux de vous retrouver au studio de Choc FM. Et donc, ce samedi, après notre émission, les Raptors vont jouer les demi-finales de la Ligue d'été. On va en revenir. Et voilà, c'est parti pour l'actualité des Raptors. L'actualité des Raptors, c'est la Ligue d'été qui donc est là depuis quelques semaines avec 4 matchs livrés pour les Raptors, 4 victoires, impressionnante victoire, impressionnante défense. On va revenir sur les performances de certains joueurs de l'équipe en général. Et puis, il fallait qu'on soit là parce que le coach, c'est notre cher coach Wade qui est en francophone. On aurait pu avoir pas mal d'entrevues avec lui, avec Ulysse Chomché qui brille et puis qui maintenant parle à la presse. Donc, ce n'est que partie remise. On les aura certainement avec le mois d'octobre quand ils vont revenir pour la saison. Alors, pour revenir au match, donc aux 4 derniers matchs, le premier match était contre le match contre Chicago. Les Bulls, c'était un match impressionnant avec un score de 116-72. Victoire de 44 points et c'était un message très fort de la part des Raptors. AJ Lawson avec 22 points en seulement 20 minutes. Il a pris 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Elijah Martin, 16 points. Notre cher Ulysse Chomché qui a eu du temps sur le terrain, 9 points, 6 rebonds, 2 contre, 3 interceptions en 19 minutes. Très bon pourcentage au tir, mais ils ont pu... La défense a fait perdre 24 ballons pour les Bulls. Alors, premier match, première victoire. Mike, que retiens-tu de cette entrée en force des Raptors à la Summer League? En fait, je pense qu'ils ont donné le ton en fait, de ce qu'allait être leur Summer League dès ce premier match. On a vu que les Raptors, ils étaient là pour aller gagner cette Summer League, ce qui n'est pas le cas vraiment de toutes les équipes qui veulent plus mettre en avant certains joueurs. On a vu une défense très très forte. Je crois que c'est 34 ballons perdus même. 34, ouais. C'est pas 24, c'est 34 parce que c'était déjà un score record. On voit une défense énorme. C'est une défense très très agressive. On en parle souvent, dire que la NBA c'est une ligue où les équipes se copient. On a vraiment l'impression que les Raptors essayent de faire ce que le Thunder d'OKC fait avec énormément de pression, des joueurs qui ont les mains qui traînent de partout. Et en fait, ils se sont quasiment assurés, après ce premier match-là, de pouvoir jouer les phases finales s'ils gagnaient les 4, parce qu'on sait que ça se joue sur les différences de points. Il y a plusieurs équipes qui sont en 4-0, et au final, en gagnant de 44 points, ils se sont assurés un différentiel qui allait être largement suffisant et au final ils finissent premiers. Mais ce premier match pour moi a vraiment donné le ton. Je ne vais pas trop revenir pour l'instant sur des performances individuelles parce que ça sera un peu plus le sujet de la suite. Mais là, il faut noter qu'ils ont été bons en défense et ils ont été adroits en attaque, ce qui n'a pas forcément été beaucoup le cas après. On va en parler. Mais la défense, c'est ce qui a été constant et c'est ce qui permet à cette équipe vraiment d'être la meilleure équipe de la Summer League pour l'instant parce que c'est vrai qu'on va en parler après, mais l'attaque, c'est pas trop ça, faut quand même le dire. Ouais. Oui, pour le premier match, l'attaque, ça allait plus ou moins, mais plus ils avancent, plus ça se voit que l'attaque, ça a besoin d'être amélioré. En fait, ils gagnent à cause de leur défense. Mais il faut dire aussi que les Raptors ont un certain avantage par rapport à d'autres équipes
parce que eux, ils ont joué la saison NBA carrément, deuxième partie de la saison NBA. Donc, ils ont déjà l'expérience de vrais matchs NBA. Et puis, ils sont restés ensemble. Beaucoup d'entre eux sont restés à Toronto pour continuer à s'entraîner ensemble. Donc, il y a une certaine chimie déjà qui est là avec l'expérience des matchs. Et ça se montre à la Ligue d'été. Mais c'était aussi le retour de Oli Shomche. On va en parler plus tard. Donc, il revient à la compétition après la blessure. Et là, on voit que les gens qui n'ont pas eu donc l'occasion de le voir en G-League, ils le découvrent et là, il devient la star de la Summer League. Mais on voit qu'il a pris du poids, il a pris des muscles. Donc, il y a eu le travail de notre cher ami Justin qui est en train d'être là dans les matchs. Donc, première victoire, 44 points face aux Bulls. Deuxième, c'était contre les Magic d'Orlando. Là aussi, c'était une belle performance défensive, mais le score était quand même serré, 89-86. Donc, ça a été jusqu'à la fin. Les Raptors, c'était vraiment un match très serré. Et là, il y a eu Jacoby Walter qui s'est imposé offensivement avec 14 points, 4 passes, 3 interceptions. Jamal Shead est toujours là, 12 points, 6 passes, 2 interceptions. Et Shomche a eu 7 points, 5 rebonds et 1 contre. Mais encore une fois, la défense. Orlando a perdu 29 ballons qui ont mené à 24 points en transition. Et les Raptors qui ont tenté 23 lancers francs dans ce match avec 17 convertis. Mais là, donc, la défiance offensive, c'est aussi démontré dans ce match-là où c'était pas vraiment comme le premier match. Donc, tu as aussi regardé le match, Mike. Qu'est-ce que tu as pu remarquer contre le Orlando Magic? Ouais, c'était le premier match serré, on va dire, de cette ligue d'été. Je ne sais pas ce qu'il faut en retenir au-delà de la défense, en fait, encore une fois. Il n'y a pas forcément de joueurs qui ont brillé au-delà de... Encore une fois, tu l'as dit, une équipe expérimentée avec AJ Lawson qui, lui, en est à sa 5e Summer League et qui prend vraiment les choses en main offensivement en sortie de banc. Mais sinon, c'est vraiment encore défensivement que les Raptors vont chercher leur victoire. À noter quand même pour ce match 2, c'est le premier match de Colin Murray-Boyles avec les Raptors. Et la première mi-temps a été très 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 compliquée pour lui. Il a perdu des balles sur des passes où le ballon lui lâchait des mains. Défensivement, on n'a pas encore vu sur la première mi-temps ce qu'il peut donner. Mais la deuxième était beaucoup mieux. Ce qu'il faut noter aussi, ne pas être trop dur avec Colin Murray-Boyles, c'est qu'il sort d'une blessure de 1 mois. Ouais. Il est resté 1 mois sans jouer. Je pense que c'est un joueur qui a besoin quand même de progresser physiquement. On voit, et on en avait parlé avec Manu d'envergure, parce que je me rappelle que dans son scouting report, dans les points négatifs, il avait marqué qu'il était grassouillet. C'est vrai qu'il a un peu d'embonpoint. Ça l'empêche pas d'être mobile, je trouve. Ouais. Ça l'empêche pas d'être très, très intelligent défensivement. Mais je pense qu'il gagnerait à être un petit peu plus fit. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Mais quand même, des bonnes choses sur la deuxième mi-temps de la part de Colin Murray-Boyles. On va parler de lui aussi plus longuement après. Mais... vraiment, sur ce match-là, il a montré ce qu'il peut apporter en défense parce qu'il a les mains qui traînent, des bras longs, la capacité à mettre la pression sur le porteur de balle, des lectures de jeu défensif qui sont déjà impressionnantes pour son jeune âge. On a l'impression qu'il est toujours au bon endroit. C'est un joueur qui switch, qui bouge, c'est assez impressionnant. Et après, la conclusion que j'avais après ce match-là, c'est que je me disais, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va vraiment chercher sa place en attaque. On va en parler un petit peu plus tard où il l'a très vite trouvé avec le match de jeudi soir. Ouais. Mais en tout cas, voilà un peu le sentiment que j'avais après ce match-là. Et Jacoby Walter, il a 14 points. Je n'ai pas noté les pourcentages de réussite. Mais Jacoby Walter, on va en parler après aussi. Mais il faut noter que défensivement, il est quand même impressionnant. Honnêtement, lui aussi, il a pris du poids. Et c'est peut-être le meilleur défenseur des Raptors sur cette Summer League. Et ça s'est encore vu sur ce match-là. Oui, c'est ça. Et puis, donc tout le monde était là. Les joueurs des Raptors étaient là. Darko était là. Et je pense que Coach Wade essaie d'implémenter donc la défense des Raptors. On a vu les derniers matchs des Raptors, c'était une bonne pression défensive sur le ballon.
Et ça, c'est le même système qu'il est en train de faire. Et comme tu l'as dit, j'ai l'impression que les Raptors ont vraiment envie de gagner. On a vu Dallas qui a fait jouer Cooper Flag 2 matchs et puis ils ont décidé qu'il soit au repos. Et donc, pour certaines équipes, c'est d'essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais pour les Raptors, tu vois qu'ils ont vraiment envie de gagner et la pression défensive, c'est énorme. Et comme tu as dit, moi aussi, j'étais impressionné par Jacoby Walter, sa pression sur la défense. Et puis, en attaque aussi, il n'est pas mal. Il a démontré au match qui a suivi, le troisième match. Mais on va revenir, comme tu l'as dit, l'attaque, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc, victoire des Raptors 89 contre 86 contre les Magic d'Orlando, le Magic d'Orlando. Le troisième match, là, il y avait quand même plus d'écart au niveau du score. C'était contre Nuggets de Denver, 101 à 97. C'était aussi un match où les Nuggets ont pris le devant dès les premiers instants du match, mais c'est les Raptors qui ont fini très fort avec le meilleur match de Jacoby Walter avec 26 points, 7 interceptions, c'est un record personnel, 3 rebonds. Encore une fois, offensivement, AJ Lawson avec 19 points, 7 rebonds, 2 passes. Jamal Shead, 16 points, 8 passes, 2 interceptions. Et Shomche qui a fait des stats de 7 points, 4 rebonds, 1 contre, avec quand même quelques bonnes actions en défense et en attaque. Et donc, 9 contre pour les Raptors, 13 interceptions, 50% au tir, quand même impressionnant. Mais là, en regardant le match contre les Nuggets, j'ai vu que peut-être que c'est le scouting. Les Raptors ne sont plus, comment dire, plus imposants que, disons, face aux Bulls, parce que les gens commencent à savoir comment attaquer les Raptors, comment ils jouent leur défense. Donc là, les matchs commencent à être quand même assez serré, mais on va en revenir quand même. Belle performance de Jacoby Walter avec 26 points comme déjà dit. Qu'est-ce que tu as gardé de ce match contre Denver? Je pense que c'est le match le plus intéressant parce que là, il y a vraiment eu de l'adversité pour les Raptors. Ils étaient menés à la pause. Je crois l'écart, il a quand même pas mal grimpé. Et ensuite, ils ont passé un 18-0, je crois, en troisième quart, où là, vraiment, l'équipe s'est mise en route défensivement, mais offensivement aussi. Il faut noter que Jamal Shead n'a pas été bon sur la première mi-temps, et c'est lui qui a donné le ton, qui a relancé l'équipe lors de ce troisième quart-temps. Et puis, on a ce qu'on a envie de voir la saison prochaine de Jacoby Walter, avec ce match offensif très, très propre, tout en étant toujours exceptionnel en défense. Il se bat, il va plonger sur des ballons. Il défend fort sur le point of attack, sur le meneur de jeu adverse, celui qui a la balle. Et comme tu l'as dit, cette tactique défensive, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est intéressant que tu le pointes du doigt. C'est que c'est peut-être un indicatif de ce que vont vouloir faire les Raptors la saison prochaine, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire sur tout un match. Parce qu'on voit les joueurs des Raptors qui ont des temps de jeu qui sont quand même limité autour de 20-25 minutes parce que c'est très dur de faire ça sur 40 minutes. Bon, aussi, il faut noter que les matchs de Summer League sont des cartons de 10 minutes. Ouais. Donc, et il n'y a que 8 minutes de mi-temps. 8 minutes de mi-temps, oui. C'est très, très réduit. Et donc, il n'y a pas le temps de se reposer. Donc, c'est pour ça que Coach Wade utilise bien son effectif. Mais comme tu l'as dit aussi, le signe qui montre que les Raptors veulent aller gagner, c'est qu'en fait, les joueurs de bout de banc ne jouent pas. Et ne jouent pas. Quincy Guerrier ne joue pas. Le frère d'Omoruyi ne joue pas. Il y a énormément de joueurs de bout de banc qui ne jouent pas. Coach Wade a quand même mis une rotation pour aller gagner les matchs. Donc pour en revenir à celui-ci, très très intéressant parce que les Raptors ont fait face à de l'adversité. Ils ont toujours du mal à démarrer leur match. Les premiers cartons sont vraiment très très durs en attaque. Bizarrement aussi, ça coïncide avec le fait que, on va en parler après, mais Castleton fait une très mauvaise ligue d'été. C'est lui qui démarre les matchs à chaque fois. Et on voit que c'est au moment où Ulrich Chomche rentre que ça change un petit peu tout. D'ailleurs, les plus-minus de Ulrich Chomche, chaque match sont assez énormes. C'est vraiment énorme à chaque fois. C'est du plus 16, je crois qu'il y a un plus 30. Je crois qu'on l'avait noté sur le... on ne l'a pas noté pour le match contre les Bulls. Mais ouais, il y a des plus-minus très importants de la part d'Ulrich Chomche.
et les Raptors qui démarrent pas très bien les matchs quand il y a Castleton, malheureusement pour lui. Mais voilà, cette fois, ils ont encore réussi à inverser la vapeur. C'est un petit peu la même chose que le match contre Golden State avant-hier au final, puisque pareil, ils n'ont pas très très bien commencé offensivement et petit à petit, en fait, le truc c'est que leur défense, elle est tellement étouffante qu'au bout d'un moment, l'équipe adverse, elle ne sait plus quoi faire, elle perd énormément de ballons et même s'ils sont pas très bons en attaque sur jeu placé, il y a les contre-attaques, il y a beaucoup de choses. Et puis à noter sur ce match 3, c'est l'action du match. Ulrich Hamsche qui contre, balle récupérée par un coéquipier. Il sprint tellement vite pour sa taille, il récupère la balle. On voit qu'il va au cercle. Il fait quoi? Il fait une petite passe dans le dos du défenseur pour le dunk de CMB. C'était. Et puis qui fait le night-night. Et il fait le night-night de Steph Curry. Il est vraiment drôle. On va en revenir à Ulrich Hamsche, mais vraiment, et j'ai l'impression que les gens se sont enflammés après cette action-là en disant « Oh, il est fantastique et tout ». Bon, ça, c'est sûr qu'il ne l'avait jamais vraiment fait. On ne lui donne pas l'occasion de poser des dribbles, vraiment. Mais voilà, un match bien géré finalement en deuxième mi-temps, qui a quand même été serré jusqu'au bout, puisque le score final est de 101-97. Mais voilà, les Raptors se sont mis en position d'aller aux playoffs, aux phases finales, aux demi-finales de cette Ligue d'été. Encore fallait-il gagner le dernier match contre Golden State. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'en regardant donc cette Ligue d'été, moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de former comme le bench mob il y a quelques années, où ce sera le style de jeu, lorsqu'ils vont entrer en deuxième partie, ce sera leur style de jeu de mettre la pression et de laisser donc les Scottie Barnes et autres à jouer un jeu classique. Et dès que le banc entre, ils vont mettre tellement de pression parce que c'est des joueurs qui sont faits pour la défense. On l'a vu l'année dernière avec Jacoby Walter, avec Jamal Shead, maintenant avec Colin Murray-Bowles, qui est vraiment un joueur très très fort défensivement. Je pense que la deuxième unité, ce sera une unité défensive où ils vont mettre la pression. J'ai l'impression que c'est ça, la culture qu'ils sont en train de mettre en place pour que quand les 5 premiers vont sortir, là, il y aura une deuxième unité qui va mettre la pression, qui va jouer la contre-attaque. Là, je spécule, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quand même, on voit que l'identité de cette équipe-là, c'est une identité d'abord défensive. Et puis, en NBA en général, l'attaque vient au fur et à mesure. Donc, c'est quelque chose qui peut se construire au courant de la saison. Mais l'identité défensive, elle est vraiment là. Et puis, ça se voit. Même les matchs où ils commencent très mal, là, ils réussissent à remonter en deuxième partie, troisième quart-temps pour gagner. Et le dernier match, c'était donc contre les Warriors. Là aussi, c'était un match très, très physique, très défensif. Et les Warriors ont été devant. Et puis, c'est les Raptors qui sont remontés en terminant quand même avec un score assez impressionnant, 81-69. À mon avis, le meilleur match de Colin Murray-Bowles avec 20 points, 9 rebonds, 4 interceptions. Elijah Martin qui a fait 13 points. Et puis, on n'a pas eu le temps de parler de Martin parce qu'il a quand même fait un dunk énorme le premier match. Il a voulu le refaire. Donc, on va s'attendre à beaucoup de choses sur lui. Et Jay Lawson, par rapport à sa moyenne habituelle, ça n'a pas bien tourné, 12 points. Et Chomche qui était à 9 points, 2 contre 1 interception. Encore une fois, match dur à négocier. Les Warriors qui étaient devant et puis les Raptors qui remontent. C'était le dernier match avant les demi-finales de ce samedi. Alors, qu'est-ce que tu gardes de ce match-là, que tu as regardé en différé, comme tu me l'as dit? Je me suis endormi avant. Je me suis pas réveillé pour le match, je l'ai regardé un peu en différé. Non, honnêtement, ce match, c'était pas beau. Les deux équipes ont très très mal shooté, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes, énormément de fautes, beaucoup de lancers francs. Et heureusement, Colin Murray-Boyles a tenu les Raptors au scoring en première mi-temps. Vraiment, c'est lui qui tenait la baraque. Et c'est intéressant de voir là justement qu'il commence petit à petit à se montrer en attaque, qu'il est capable de faire des choses, même si je pense pour l'instant, je crois que c'est la question du jour, on va en parler après, mais quel sera un peu son rôle et comment on le projette pour la saison prochaine. Pour l'instant, j'ai des interrogations par rapport à son jeu en attaque, mais on va y revenir après. Les Raptors ont fait le boulot encore défensivement. Cette fois, tu l'as dit, AJ Lawson est passé à côté en attaque. Jacoby Walter n'a pas du tout confirmé son match précédent.
Je pense que ça va être un truc qu'il va devoir travailler. Il va falloir qu'il soit constant. On va avoir besoin de la constance de sa part. Bien sûr, il ne va pas mettre 26 points par match avec la second unit des Raptors, donc ce n'est pas un souci forcément non plus. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'était très intéressant. On peut l'aborder maintenant. Je pense que tu as tout à fait raison sur le fait que cette identité défensive, ça va être l'identité de la second unit. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Comme je le disais, c'est pas quelque chose que tu peux tenir sur 48 minutes, mais tes remplaçants, sur 20 minutes, quand ils sont sur le terrain, je pense qu'ils peuvent tenir un rythme comme ça, à faire des trappes. Après, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la second unit, bon, sauf si on part sur le bench mob, comme tu disais, mais je pense qu'il y aura un titulaire avec cette second unit. Ouais. Pourquoi pas un RJ Barrett, pourquoi pas un Scottie Barnes, pourquoi pas un Brandon Ingram. Donc, il y aura un scoreur avec cette second unit et 4 joueurs autour de lui qui vont aller défendre comme des acharnés. Donc, ça peut être quelque chose qui marche. Je pense que on se rappelle, je crois que c'était la second unit du temps de... après le titre l'année suivante. C'était un petit peu ça aussi avec Patrick McCaw, avec... Norman Powell. Avec... comment il s'appelle? Celui qui s'était transformé en Kobe Bryant lors des Jeux Olympiques, là. En 3 noms. Celui qui avait dit à Norman Powell, I'm not your dad, I'm not your son. J'ai perdu son nom. Ça me reviendra, c'est pas grave. Mais avec lui aussi, qui n'était pas un très bon joueur offensif, mais qui défensivement, en fait, c'était ça l'identité, c'est que quand l'équipe rentrait en défense, c'était aussi avec tous ces 6x, 6-9 là, où ça prenait des rebonds offensifs, ça faisait ce que ça pouvait en attaque, mais défensivement, c'était très dur. Je pense que ça peut être un petit peu ça, mais avec quand même une marge de progression offensive, parce qu'on a vu quand même que Jamal Shead a montré des belles choses de temps en temps en attaque. Son flotteur marche plutôt bien. Oui, ça marche il est bien. capable d'aller au cercle. C'est juste son adresse à 3 points. Cette seconde unité, c'est juste l'adresse à 3 points qui me fait un petit peu peur. Parce que Jacoby Walters, c'est pas encore régulier. On voit que Colin Murray-Boyles n'a pas de tir à 3 points. Non, il en tente, c'est bien, mais il n'a pas de tir à 3 points. Après, il y aura peut-être Mamou avec cette équipe-là, avec cette second unit, lui qui sera là pour tirer à 3 points. Mais bon, on reviendra. Jamison Butler, le peu de tirs qu'il a fait, quand même, il les marque. On voit qu'il continue sur sa lancée avec la dernière partie de la saison NBA. Mais c'est vrai, le tir à 3 points, c'est un problème. Des fois, AJ Lawson, quand il est vraiment dans le rythme, il va les mettre. Un peu Jacoby Walter, surtout au troisième match, là il les a mis, mais c'est pas quelque chose qui est consistant, qu'on peut voir, qu'on peut s'attendre à ce qu'il marque 4-5 tirs à 3 points. Ça va être parce que j'ai l'impression que leur attaque, c'est une attaque un peu scriptée, il n'y a pas vraiment de créateur offensif. C'est pour cela que je pense, lorsque la saison NBA va commencer, il y aura quelqu'un des 5 de départ qui va être avec les joueurs du banc pour justement créer, parce que ça manque. Donc, eux, à cause de leur défense, ils marquent en transition, ils font des contre-attaques. Mais quand la défense adverse est déjà en place, ils ont de la difficulté à marquer. Donc, il est encore trop tôt, mais je pense que c'est le travail qui va être fait offensivement. Donc, je pense que, en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations à faire avec cette équipe. Et j'ajouterais quand même, malgré tout, ne pas se dire que cette équipe de Summer League sera la second unit non plus des Raptors, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Grady Dick qui devrait sortir du banc et possiblement Ochai Agbaji. Donc là, déjà, ça peut régler le problème d'adresse à 3 points, puisque ce sont 2 joueurs qui sont à droit à 3 points. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que l'effectif va être profond et qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Tout le monde, ouais. Je n'ai pas parlé de Jamison Battle parce que peut-être qu'on va en parler après. J'ai du mal à le voir comment il peut se trouver une place. Ça va être difficile. Et on va en parler dans la question du jour avec AJ Lawson aussi, qui n'a pas un contrat garanti pour la saison prochaine. Ça me paraît être beaucoup sur les lignes arrière là pour trouver de la place à tout le monde. Mais on va voir ça. On va voir ça. Je te laisse poursuivre. Oui. Voilà, c'est sur cette discussion qu'on va prendre une pause. Et puis, deuxième partie, on va revenir sur le joueur de la semaine, la question du jour. Et bien sûr, on revient sur l'instant Chomché qui a retrouvé la compétition. Là, on aura beaucoup à dire. Donc, on vous retrouve juste après la pause. Voilà, nous sommes toujours avec vous. L'émission, c'est Franco Raptors sur Choc FM. On parle de la Ligue d'été pour les Raptors. Alors, pour revenir sur les 4 matchs joués, Mike, donc en analysant les joueurs, pour toi, quels sont les joueurs gagnants et les joueurs perdants dans cette compétition qui, bien sûr,
oui, 4 victoires en 4 matchs, mais quand même, il y a eu de bons coups. Il y a des joueurs qui peut-être vont perdre leur place. Alors, pour toi, quels sont d'abord tes 2 joueurs gagnants dans cette compétition jusqu'à présent? Alors, pour moi, l'un des grands gagnants, c'est Jacoby Walter. Je pense qu'il a montré que défensivement, ça va être vraiment un joueur sur lequel il faudra compter. Il va y avoir quand même une grosse concurrence hein, avec Grady Dick, avec plein de joueurs, avec Ochai Agbaji, avec RJ Barrett, si RJ Barrett est amené à jouer à l'arrière. Mais je pense qu'il peut vraiment se faire sa place. Il a montré de très belles choses. Donc pour moi, c'est lui le premier gagnant. Et le deuxième gagnant, en fait, j'ai du mal à mettre AJ Lawson. On va en parler après, c'est un peu la question du jour. Euh, Ulrich Chomschi, on va en parler aussi. Je ne sais pas si c'est un grand gagnant, on va en parler après. Euh, Jamal Shed, est-ce que c'est un gagnant? On aurait peut-être dû choisir un gagnant chacun. Je vais te laisser la parole. Donne-moi si tu en as deux, mais déjà donne-moi-en un, je pense. Ouais, pour les gagnants, je pense que Uli Chomche est gagnant par le PR. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'ont pas suivi Uli Chomche pendant la G-League et puis il a été blessé. Donc la G-League, il n'y a pas vraiment les caméras, les lumières sur lui. Et là, il se retrouve en G-League. Et là, il peut montrer ce qu'il peut faire. C'est vrai que c'est pas énorme par rapport au match de la G-League où il y avait 5 contres par match, des trucs comme ça. Mais là, tous les regards sont sur lui. Et je pense qu'il est gagnant parce que ça prouve que, un, il appartient à la NBA, puis c'est peut-être ici une année ou deux. Deux, ça prouve que le travail qu'il a fait, là, ça commence à être vu par les gens. Et puis, il a quand même pu avoir un fan club qui le suit. Et puis là, tu vois qu'il est de plus en plus confiant. Il commence à donner des entrevues. Il est vrai que, il est vrai que c'était pas son choix de ne pas donner des entrevues. Donc, pour moi, cette Ligue d'été, ça va être quelque chose qui va le pousser vers une bonne saison à G-League l'année prochaine. Et moi aussi, AJ, je pense que AJ Lawson est gagnant aussi parce que c'est le leader offensif jusqu'à présent de cette équipe-là. Et là, il y a de la compétition. Donc, s'il a envie de gagner une place, que ce soit pour aux Raptors ou une autre équipe qui va le prendre, il a démontré qu'il appartient à la NBA. Il peut marquer 20 points. Il est vrai que Summer League, ce n'est pas la NBA, mais quand même, il est gagnant parce qu'il parvient à être le moteur offensif de cette équipe qui est en manque justement de création offensive. Je pense que c'est les 2 gagnants pour moi. Et pour les perdants, s'il y en a, pour toi, ce serait lesquels? Bon, alors c'est évident. Je pense que Colin Castleton fait une Summer League qui est décevante, très décevante. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Colin Castleton. Il n'arrive pas à finir au cercle. Il n'est pas très impactant en défense. Donc pour moi, c'est l'un des gros perdants. Et de manière surprenante, je vais donner comme gros perdant, même s'il joue bien, Jonathan Mobo. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que le profil est vraiment, vraiment similaire à Colin Murray-Boyles et que Colin Murray-Boyles est déjà meilleur que lui. Défensivement, c'est juste un palier au-dessus, un niveau d'intelligence au-dessus. Et puis en attaque, Mobo, on sait ce qu'il sait faire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et je pense que Colin Murray-Boyles est capable de le faire aussi. On a exactement les mêmes interrogations qu'avec Mobo. Est-ce qu'il est capable de tirer de loin pour pas être un problème en attaque? On voit que lui aussi, déjà, il a un jeu de passe, il peut trouver ses coéquipiers, il est très bon au rebond offensif. En fait, on a vraiment drafté un Mobo, mais du top 10 de la draft, en fait. Donc, j'ai encore du mal à imaginer quel sera le rôle de Mobo, même s'il a fait une bonne Summer League. Hein. Il a été blessé pour le dernier match, il n'a pas joué. Oui. Mais je trouve que c'est trop un profil similaire. Et j'ai du mal à voir les 2 coexister, sachant que avec la seconde unit, il y aura du Scottie Barnes aussi. Et Scottie Barnes, c'est un peu l'évolution. On a Mobo, Murray-Boyles, Scottie Barnes. C'est le même genre de défenseur. C'est les mêmes qualités, les mêmes défauts, avec Scottie qui est beaucoup plus avancé, bien sûr, puisque c'est un joueur qui a le potentiel d'être All-Star, qui a déjà été All-Star, qui est un candidat All-NBA. Mais j'ai du mal à voir ce que va donner
Jonathan Mobo la saison prochaine. Il faut bien se rendre compte que la rotation, c'est pas 14 joueurs. Il va pas jouer avec 14 joueurs, Darko Rajakovic. Et quand tu draftes quelqu'un en 9e position, c'est pas pour faire passer Jonathan Mobo devant lui. Il faut le faire jouer. Donc voilà, pour moi, même s'il a fait des très bonnes performances, c'est un perdant parce qu'on voit que Colin Murray-Boyce a vraiment un profil assez similaire. Oui, je pense que pour lui, si l'équipe des Raptors reste telle qu'elle, Mogbo pourrait être donc le remplaçant de Yak au centre et puis Murray Boss pourrait jouer le 4. Les deux ensemble, il y aura un problème d'espace. Mais c'est vrai que, en tout cas, mais on sait que la NBA, c'est une longue saison, il y a des blessures, tout peut arriver. On croise les doigts qu'il n'y aura pas de blessures. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Pour moi, les perdants, ça reste toujours Jamison Butler parce que il n'offre pas, il n'offre pas ce que Grady Dick peut offrir, par exemple. Il est vrai qu'il est là pour ses tirs à 3 points et quand il est ouvert, il va les marquer. Mais pour qu'il puisse avoir sa place dans cette équipe de la NBA, ça va être vraiment dur avec Grady Dick, avec Ochai Agbaji qui sont là. Donc, oui, il a bien négocié certains matchs la saison passée, mais ça va être dur de l'avoir. Et puis, AJ Lawson aussi qui est là, il y a beaucoup de compétition. C'est une bonne chose d'avoir une compétition. Mais là, pour avoir sa place, ça va être difficile. Et les autres perdants, pour moi, c'est les joueurs du banc. Parce que donc la Summer League pour les Raptors, c'est pas une Summer League pour le développement, ils veulent vraiment gagner. Et ce qui fait que donc le coach Wade va faire jouer 3 remplaçants, 4 remplaçants. Il y aura d'autres qui n'ont pas eu le temps de jouer. Ils ont joué peut-être au premier match contre les Bulls parce que le match était déjà serré dès la fin du 3e quart-temps. Donc là, on a eu Quincy Guerrier, on a eu les autres qui ont joué. Mais les autres qui sont là, c'est vraiment... Leur rôle, c'est d'applaudir et puis de participer peut-être aux entraînements. Pour moi, c'est les perdants. Peut-être qu'ils auront une chance ailleurs, mais ça va être très difficile. Mais j'ai eu l'information que tu parlais du joueur perdant, le pivot là, comment il s'appelle, Castleton. En fait, les Raptors n'ont pas ces droits. Ils n'ont pas ces droits de G-League. De G-League, c'est ça. Donc ça va être... Orlando, je pense. Orlando, c'est eux qui ont ces droits G-League. Donc, s'il ne fait pas la première équipe, là, il ne sera pas dans les Raptors. Donc, en tout cas, quelque chose à voir. Voilà ma petite analyse. Mais sinon, pour revenir aux joueurs de la semaine, donc on a choisi Colin Murray-Boyce. C'est toi qui as eu l'idée. Donc, pourquoi ce joueur-là? Qu'est-ce que tu as vu? Comment est-ce que tu vois sa place en NBA cette saison? C'est ça. C'était pour essayer un peu de s'imaginer quel pourrait être son rôle la saison prochaine par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant sur la Summer League. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, il faut quand même prendre avec des pincettes ses performances parce que je pense qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Mais malgré ça... je le trouve exceptionnel en défense. Honnêtement, c'est surtout l'intelligence défensive. C'est un joueur, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus grand, mais c'est l'un des plus intelligents sur le terrain. Il est toujours au bon endroit, il est sur les lignes de passe, il est capable de switcher au bon moment. C'est le genre de joueur, on a l'impression qu'il est partout en fait. Et il fait 4 interceptions sur le dernier match. Et on a l'impression qu'il fait au moins 15 déflexions, là, les balles déviées et tout ça, parce qu'il a des grands bras. C'est celui qui a fait le moins de fautes aussi dans un match où il y avait énormément de fautes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, défensivement, il va être très très intéressant en NBA dès le premier jour. Mon problème, c'est en attaque. J'ai encore du mal à imaginer son rôle. Ils lui ont pas donné beaucoup le ballon en main pendant cette ligue d'été. Donc, il fait des écrans, il fait des cuts, il se déplace. Il prend ses tirs à 3 points quand il les a. Il en a mis 2 ou 3, je crois. Il en a mis quelques-uns. Là, le pourcentage n'est pas fou, mais il les prend et il en met quelques-uns. Il est fort pour finir au contact. Mais là encore, c'était la Summer League. Je veux voir comment sera sa finition face à des joueurs NBA. Et ça a été un peu la même problématique avec Jonathan Mobo la saison dernière.
pour son année rookie. On a vu que ça a pris du temps avant qu'il prenne l'habitude. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début de la saison dernière, Mobo, il tentait des flotteurs complètement ratés. Il n'arrivait pas à dunker sur les adversaires parce que la physicalité était différente. Là, que Colin Murray-Boyles, c'est pas le même athlète que Mobo pour finir au cercle. C'est un joueur qui finit plus en finesse, qui utilise son corps, ses épaules, mais en face, ça va être lourd et grand. Donc, c'est ça que je me pose comme question un petit peu. Est-ce qu'il va pas être en difficulté peut-être sur le début de saison pour scorer, en fait, tout simplement. Après, je ne l'ai pas trop vu utiliser en poste haut, parce que là, il ne jouait pas forcément poste 5. Ouais, c'est ça. Donc, on ne l'a pas trop vu balle au poste haut, à la yak. Même comme Ulrich. Ulrich a fait quelques passes décisives, d'ailleurs bien senties. Mais pour l'instant, ça reste très, très flou quel sera son rôle. Mais pour moi, en fait, ça va être le backup de Scottie Barnes. Pour moi, quand Scottie sort, tu fais rentrer Colin Murray-Boyles. Tu ne vas pas perdre beaucoup en défense. Et en attaque, par contre, ce ne sera pas lui qui va gérer le ballon. Ce sera un joueur off-ball, à voir comment il l'utilise. Mais pour l'instant, c'est un peu ça mes questions. Mais en tout cas, déjà, le match d'hier m'a donné un peu plus de sûreté, on va dire, m'a un peu rassuré. Parce que sur les 2 premiers matchs, parce qu'il n'a pas joué le premier, je trouvais que c'était compliqué pour lui en attaque. Là, il a montré quand même il est capable de driver et tout, mais les Raptors ne lui donnent pas ces possibilités pour l'instant. Donc, c'est un peu ça mes questions sur qu'est-ce que ça va donner offensivement. Oui, c'est ça. C'est un joueur qui est toujours à la bonne place au bon moment. Il sait bien se placer. Et puis, quand je me rappelle le jour de la draft, tout le monde a dit que la déficience, c'est le tir. Mais là, heureusement, le tir, ça se travaille. Donc, je pense qu'il va être, offensivement, il va être plus dangereux quand il va commencer à mettre les tirs. Parce que là, la défense va sortir. Il est quand même pas mal bon en pénétration. Donc, s'il devient un peu dangereux au tir et que la défense sorte, là, il pourra bien entrer à l'intérieur. Mais défensivement, il est athlétique. C'est vraiment le profil idéal pour ce que veut faire les Raptors cette saison. Mais avoir sa place en NBA, l'avantage, c'est qu'il est quand même, il a été tiré à la 9e position. Cela veut dire qu'il va avoir du temps de jeu. Ça, c'est sûr et certain. Parce que avoir un joueur tiré à la 9e place, il ne va pas être sur le banc. On va le faire jouer parce qu'il sera bien payé. Donc, il faudra que les Raptors puissent tirer avantage de l'investissement qu'ils ont eu en eux. Donc, le fait d'avoir du temps de jeu, ça va peut-être s'améliorer au cours de la saison. Mais il faudra absolument qu'il travaille sur son tir, trouver sa place. Et je pense que, comme tu l'as dit, en backup de Scottie Barnes, c'est pas mal. Et puis, je pense que l'avantage cette saison, c'est vraiment d'avoir Brandon Ingram. Il peut être avec n'importe quelle équipe. Ce sera le créateur de l'équipe. Donc, le fait de l'avoir, et puis si Grady Dick parvient à mettre ses tirs et tout, donc on va avoir quand même une équipe où on n'aura pas besoin de lui offensivement autant. Et donc, il aura le temps de se développer au fur et à mesure. Mais quand même, comme d'habitude, c'est un bon draft pour les Raptors. Il aura sa place, c'est sûr et certain. Mais dans une équipe qui sera très compétitive d'avoir ses minutes pendant le jeu. Mais avec ça, on peut, comme a dit Brandon Ingram, espérer que l'équipe aille en playoff. Voilà, c'était le joueur de la semaine. Alors, le débat, c'est justement comment cette G-League peut... on en a parlé un tout petit peu, comment cette performance de cette équipe en G-League peut se transférer dans les matchs NBA à partir d'octobre. Comment est-ce que tu vois justement la transition entre tous ces joueurs-là dans la saison de la NBA avec les Raptors à l'équipe première? Ouais, c'est un peu compliqué en fait de se projeter au final parce que malgré tout, comme on l'a dit, c'est pas la même opposition qu'en NBA. Mais je vais essayer de ne pas faire trop de répétitions, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Je pense que cette équipe peut... ce qu'a montré la Second Unit, c'est peut-être la tendance que va avoir le banc des Raptors la saison prochaine. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je pense qu'on va avoir... Même je pense l'équipe des titulaires va tenter de jouer avec beaucoup de pression et tout. Ils l'ont déjà fait la saison dernière. Mais c'est quelque chose que tu ne peux pas soutenir sur tout un match. Donc, à voir, hein, mais ouais, ça donne une tendance, en tout cas, par rapport à la saison prochaine sur cette Second Unit, même si, encore une fois, je pense que tous les joueurs qui étaient à la Summer League ne seront pas de l'équipe l'année prochaine.
Et moi, la question que je me posais, c'était à propos de AJ Lawson. Est-ce que AJ Lawson, grâce à ses performances, peut obtenir une place dans cette équipe? Tout va se jouer pour moi au camp d'entraînement et avec les matchs de pré-saison. Ça sera la même chose pour Colin Castleton, hein. Ça n'enlève pas ses chances, hein, s'il est performant. Il l'avait été quand même malgré tout pendant la saison régulière. Mais Jay Lawson, pour moi, ça me paraît vraiment compliqué malheureusement parce qu'en fait, il y a trop de concurrence sur ce poste-là. C'est vraiment bouché du côté des Raptors, les postes 2 et 2 et 3. 3, ouais. Et au final, peut-être là, c'est une bonne occasion de parler plutôt du poste 1, même si Elijah Martin est plus considéré comme un 2. Mais je vais te renvoyer la question sur qu'est-ce que tu as pensé de la Summer League des deux autres joueurs draftés? Est-ce que tu leur vois une place dans l'équipe par rapport à ce qu'ils ont montré? Moi, ça me paraît très compliqué en C'est très fait. compliqué. C'est très compliqué, mais je pense que Martin sera, il a signé un contrat two-way, Mm. donc on va le voir beaucoup plus avec les Nano 5. Moi, je pense que ça va se jouer avec RJ Barrett. S'il reste avec l'équipe, là, ça va être compliqué pour ce poste-là. Mais s'il est transféré ailleurs, là, il y aura une place qui... Ils n'ont pas besoin d'avoir un joueur en échange. Ils peuvent l'échanger avec des pics. Comme ça crée de... C'est vrai, son contrat, c'est très dur de l'échanger sans avoir peut-être qu'ils vont avoir un centre en retour. Donc, si cette place se libère avec le départ de RJ, donc là, on peut voir AJ Lawson, on peut avoir Martin, avoir une possibilité de temps de jeu à cause de ça. Mais si RJ reste, là, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Mais Martin, il a montré quand même des flashs. C'est c'est un joueur qui a gagné donc, dans le championnat universitaire. Il a fait 4 ans de championnat universitaire. Donc, physiquement, il est quand même imposant. Et le dunk qu'il a fait, je pense, le premier match, ça montre que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'on va la voir beaucoup plus avec donc les Raptors Nano 5. Un peu plus. Bon, on va la voir quelquefois en l'équipe première, mais je pense il sera beaucoup plus avec les Nano 5. Donc, tout va se jouer par rapport à la situation de RJ Barrett. S'il reste avec l'équipe, là, il y aura de la compétition. Il y aura même des joueurs qui n'auront pas vraiment de place dans cette équipe-là. Mais s'il est transféré ailleurs, là, ça va créer une place. Et je pense que pour moi, c'est ça la question pour cet effectif. S'il veut même Jamison Butler, s'il a une chance, c'est qu'il y a RJ Barrett ou bien Ochai Agbaji, on ne sait pas. Ochai Agbaji peut être aussi transféré à cause qu'il est en fin de contrat, donc on ne sait pas ce que va devenir donc Ochai et RJ. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense que on va faire confiance à l'équipe de management des Raptors pour faire ce qu'il faut. Mais je pense qu'il y aura des départs parce que même financièrement, les Raptors je pense qu'ils sont même au-dessus de cap de taxes. Donc, il y aura certainement des départs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais tu as raison de souligner que ça va beaucoup dépendre des départs éventuels dans l'effectif et qui les Raptors vont avoir en retour d'un RJ Barrett s'il partait aussi, parce que s'ils récupèrent des arrières ou des meneurs. Après, voilà, je voulais parler du poste de meneur parce que quand même, malgré tout, après, on sait que dans la seconde unité, ça peut être Scottie Barnes qui est meneur, ça peut être RJ Barrett qui tient le ballon. Mais je trouve que même si Jamal Shead a montré de belles choses, poste de meneur, c'est quand même léger derrière Quickly. Quickly, ouais. On a juste Jamal Shead en fait. S'il y a une blessure, donc est-ce que Hepburn a une chance? Je ne sais pas ce que tu as pensé de ses performances. Et après, moi, ce que j'ai trouvé entre Hepburn et Martin, c'est que c'est vraiment des profils assez similaires. C'est des gros Ouais, défenseurs, c'est ça. mais que ça manque quand même de talent en attaque. Après, c'est normal parce qu'ils n'ont pas été draftés. Ouais. Il y en a, il n'a pas été drafté du tout, et l'autre a été drafté quand même assez bas. Mais pour moi, ça manque quand même de talent offensif. Si les Raptors venaient à trade RJ Barrett, je pense que ce serait quand même bien d'avoir un meneur Un meneur, supplémentaire, ouais. mais vraiment un meneur qui est capable de scorer et un centre, parce que quand même c'est un peu démuni
Derrière Yak, si on considère que Mamou est le centre remplaçant, c'est pas vraiment un bon défenseur, comme on en a parlé dans l'émission précédente. Donc, je pense que l'effectif, si on devait conclure là-dessus, je pense que l'effectif n'est pas terminé. On va suivre ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, la place de tous ces joueurs-là va en grande partie dépendre de départ, en fait. S'il n'y a pas de départ, je trouve que même pour des, ouais, comme tu as dit, des AJ Lawson, des Jamison Bartol, ça va être compliqué de se faire une place dans cette équipe parce que je ne vois pas ni Jacoby Walter ni Grady Dick ne pas avoir de temps de jeu. Pour moi, c'est certain que ce sont des joueurs en sortie de banc. Et même Ochai Agbaji, pour moi, ces 3 joueurs-là, c'est les 3 joueurs qui tournent sur les postes d'arrière et d'ailier. Donc, il n'y a pas de place pour les autres, en fait. Il n'y a pas de place pour les autres. Ouais, c'est ça. Donc, histoire à suivre. Et puis, on va voir ce que Bobby et son équipe vont faire cet été. Là, on va revenir après très longtemps. Instant Chomché. Là, on a à dire parce qu'il est sur le terrain. Il est avec cette équipe-là. Alors, un peu d'historique. Première saison l'année dernière. Il est drafté à 18, presque 19 ans. Il prend sa place petit à petit avec la G-League. Là, il avait une chance de jouer avec les Raptors et là, il se blesse. Donc, une longue période d'attente à ce qu'il revienne. Là, il revient avec la Summer League. On en a parlé dans Impact Basket avec le coach Justin, justement sur le travail de Ulysse Chomché. Et là, il revient. Sur les 4 matchs, il tourne à un peu plus de 8 points par match, 4 rebonds, près de 2 blocs par match. Et il y a eu des instants vraiment des flashs où on a vu le potentiel de Ulysse. Alors, toi, dans Franco Raptors, tu es le spécialiste de Ulysse Chomché. Tu l'as suivi toute la saison dernière. Et comment est-ce que tu vois justement ses performances dans dans Summer League avec les 4 derniers matchs? Mais j'avais déjà très très hâte de retrouver Ulrich Chomché, de voir où il en était après sa blessure. On savait qu'il avait étudié beaucoup de films. On voit qu'il a fait énormément de musculation. 10 kilos de muscles pris, on voit la différence. Pour l'instant, je trouve que ça ne joue pas vraiment sur sa mobilité. C'est une bonne chose. C'est ce que j'avais peur. J'avais peur qu'il prenne trop en masse musculaire et qu'il soit moins mobile. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est toujours l'une des choses les plus intéressantes avec lui. C'est de voir sa capacité de protéger le cercle, mais aussi de switcher, d'aller défendre sur des joueurs extérieurs. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Offensivement, pour l'instant, c'est toujours un rôle très limité. Je ne peux pas dire que j'en ai vu plus sur Ulrich Chomché que ce que j'avais vu en G-League. Je dirais même que je trouve que sur cette Summer League, on en a vu un peu moins. Et c'est ça qui me fait un petit peu rire parce que je vois des journalistes torontois qui sont de très bons analystes et qui sont un peu dithyrambiques au sujet de Ulrich Chomché parce que je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne l'ont pas vu jouer en G-League en fait. Parce que offensivement, pour moi, il ne fait pas bien plus que ce qu'il faisait déjà, en fait, des écrans, il va rouler au cercle. Il est peut-être un petit peu meilleur dans les timings, mais il n'est pas forcément bien servi parce que, comme tu l'as dit, ça manque de créateurs dans cette équipe de G-League. Je n'ai pas trouvé trop une bonne alchimie avec Jamal Shead, par exemple, avec qui il a pourtant un petit peu joué. Mais bon, il y a quand même des flashs super intéressants. Il y a des contres, il y a des finitions au alley-oop, et puis il y a cette contre-attaque dont on a parlé tout à l'heure. Il fait le contre, il accélère, on lui donne la balle, il va au dribble, il fait la passe. Donc ça, c'est un flash on espère l'avenir parce que quand on avait parlé avec Joe Tuomu ou qu'on avait parlé avec Godson, il nous avait dit qu'il faisait plus que ce qu'un centre fait. Ils lui ont appris à l'Académie Africa au Sénégal à poser le ballon, à dribbler, à shooter. D'ailleurs, revenons sur son interview avec Doc Smith et avec les autres. C'était très drôle parce que Doc Smith lui a demandé « Oui, you sitting out for a long time ?» Il a dit « Je ne me suis pas assis, j'étais debout, j'ai couru, je travaillais. » Ça, c'était vraiment drôle. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les anglophones ont cru qu'il n'avait pas compris la question, alors qu'il a très bien compris, c'est juste qu'il a blagué. Ouais, c'est ça. Mais il est très drôle. Il est très drôle. Ils n'ont juste pas compris la blague. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'intelligence qu'a Ulrich Chomché et comment il comprend les concepts. Parce qu'à une question où on lui a demandé qu'est-ce qui est le plus important pour lui, il a parlé des angles sur les écrans. Ça, c'est quelque chose d'avancé quand même. Il y a peu de joueurs. C'est les questions que, en général, les journalistes posent à
à Jakob Poeltl parce que ça toujours même Yak est toujours étonné qu'on lui demande des questions sur les angles. C'est un truc qu'il a dit par lui-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on en avait parlé. Il disait je veux être franchise player, mais il a quand même très bien compris son rôle. Quand on lui a demandé est-ce que tu peux tirer à 3 points, qu'est-ce que tu dois améliorer, il a dit moi j'ai Emmanuel Quickly, Scotty j'ai Scotty Barnes. Barnes, j'ai pas besoin de tirer à 3 points. Mon job, c'est de leur faire des écrans, d'aller chercher les rebonds offensifs, de les trouver, de leur faciliter le jeu. Et ça, je trouve que c'est super parce que même si on sait qu'il a de l'ambition, il a quand même compris quel était son rôle et ce qu'il devait faire pour cette équipe. Et ça, pour moi, c'est très, très intéressant. Et ensuite, ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ouais. Il n'y a pas grand-chose de nouveau en soi sur ce qu'on a vu d'Ulrich. Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait énormément progressé. Il a énormément progressé dans sa lecture de jeu et tout ça. Je pense que on n'était pas là-bas, mais ils doivent avoir moins besoin de lui donner des consignes sur le bord du terrain et tout. Je pense que c'est là-dedans qu'il a progressé. Il a progressé physiquement. Après, oh, il a un bon petit toucher quand même. Il finit bien les actions, même s'il y a des ratés, hein. Il y a des ratés malgré tout qui sont un peu énormes. Dans le match contre Golden State, j'ai trouvé qu'il était un peu moins bien. Il a raté pas mal de catch, de rattraper le ballon tout simplement. C'était peut-être son moins bon match, mais du progrès au lancer franc aussi. Donc c'est intéressant. Oui, oui, oui. Moi, je trouve que tu as bien dit. C'est un joueur qui peut faire beaucoup, mais qui a bien compris son rôle. Son rôle, comme il le dit lui-même, c'est de faire des écrans, jouer bien en défense. Et puis il a dit que dans les films, il étudiait Yao Ming. C'était quand même intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui étudie ses coéquipiers. Il a dit, quand je fais l'écran pour Quickly, je sais que c'est pour qu'il puisse avoir son tir à 3 points. Mhm. Quand je fais pour Jamal Shed, c'est une pénétration. Donc, il a un peu étudié ses coéquipiers pour justement voir les angles et tout. Moi, je trouve que il n'a pas encore, comme tu l'as dit, peu de gens l'ont suivi l'année dernière. Il n'a pas encore le niveau NBA. Je pense une saison de plus en G-League va lui faire du bien. Mais il a signé, je pense, 2 ans. Donc là, il faudra qu'il puisse être sur le terrain pour qu'il puisse signer l'extension de son contrat. Mais quand même, tu vois que le travail est là. Physiquement, tu vois qu'il est beaucoup. Et puis, il est grand. Il n'a pas 7 pieds, mais avec ses bras-là, ça fait que les gens vont penser 2 fois avant d'entrer dans la raquette parce qu'il est là. Moi, je trouve que c'est une bonne progression parce qu'à NBA, la progression des joueurs qui jouent au centre, c'est une progression lente. Et je pense qu'il est vraiment devant. Et puis, d'après ce que nous a dit Justin, c'est quelqu'un qui écoute, qui est là pour... et il faut aussi dire que comme on l'a dit plusieurs fois, son intégration n'est pas juste que sur le terrain. Il y a une question culturelle. Tout est nouveau pour lui. Et je pense que ce côté-là, je pense il a beaucoup progressé. Il est à l'aise. C'est quelqu'un qui est drôle, qui s'entend bien avec ses coéquipiers. Je pense qu'il a sa place. Et je suis vraiment content que les gens commencent à le remarquer parce que c'est pas le fiasco Bruno Caboclo. Là, les gens sont vraiment contents que on a quelqu'un qui peut prendre sa place d'ici peut-être une année ou deux où on n'aura pas besoin de recruter un remplaçant pour Yak. Et puis quand Yak va partir ou sera vieux, là on a la relève. Il n'a que 19 ans. Donc c'est vraiment un bon investissement. Donc c'est vraiment, je pense, cette Summer League va lui faire du bien. Et puis là, ils vont entrer dans le camp. Donc à partir du mois de septembre. Donc, je pense que aussi il faut souligner qu'il a commencé à donner des entrevues, donc c'est un bon plus pour nous. Donc on aura l'occasion de parler avec lui quand la saison va commencer, que ce soit avec les 905 ou bien les Raptors. Moi je suis vraiment content du progrès. Et puis bien sûr, hier j'ai regardé ses highlights quand il était encore avec la NBA Academy. Il prenait des tirs à 3 points. Ouais. Donc il a encore des choses qu'il peut montrer, mais là son rôle est bien défini et il joue bien son rôle. Je pense que c'est vraiment bien. Alors, avant de terminer, il joue contre, je pense, Sacramento en demi-finale. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui va prendre le titre de la Summer League, à ton avis? Je pense qu'ils ont tout pour aller chercher le titre. Maintenant, je dois t'avouer que j'ai pas trop étudié les autres équipes. J'ai pas regardé beaucoup de matchs, donc je suis incapable de te dire comment joue Sacramento, à part qu'il y a le Français Maxime Reynaud et qui fait plutôt des bonnes performances.
Mais je pense que s'il continue comme ça défensivement et que ça s'améliore peut-être un petit peu en attaque, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, mais on voit que la défense seule arrive à suffire. Je pense qu'ils peuvent aller au titre. De toute façon, c'est leur objectif. On les voit déterminés. Colin Murray-Boyles, hier, a été interrogé après le match. On lui a demandé vous avez vu les bagues et tout. Il a dit je ne veux pas parler de bagues tant qu'on n'a pas gagné. Ouais. Donc, ça montre vraiment l'état d'esprit de cette équipe. Et je pense qu'ils ont tout pour aller chercher ce titre-là. Mais il y a d'autres très bonnes équipes aussi dans les 4 derniers. Là, ça, c'est les meilleures équipes de Summer League. Donc, on va suivre ça de très près parce que c'est cool. On a possiblement 2 matchs de plus avant la fin de l'été là, qui va être long avant de retrouver nos Raptors. Donc, j'espère qu'ils vont gagner pour avoir un autre match après. Oui, c'est ça. Donc, ils vont jouer ce samedi, juste après notre émission. Leur match est à 16h. Donc, on va en parler peut-être à la prochaine émission. Donc, c'est sur cette discussion qu'on va clôturer l'émission aujourd'hui, épisode 37 de Franco Raptors. Merci de rester fidèle à Choc FM. Merci de nous suivre sur les plateformes. Et bien sûr, bon retour à toi, Mike, qui vient j'allais dire sous le soleil, mais on est sous le soleil à Toronto aussi. Et donc là, tu viens de revenir de ton camp d'été, Summer League au Ghana. Et donc, je te laisse le dernier mot pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Comme on dit toujours quand on se quitte. Let's go Raptors! Let's go Raptors!